Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour continuer avec vous ma lecture de La Petite Fadette de George Sand. Alors comme d'habitude, pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou bien sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Si vous voulez voir les lectures précédentes, n'hésitez pas non plus à aller sur le site de D8 Replay pour voir donc l'émission Voyage au bout de la nuit. Voilà, je reprends donc ma lecture de La Petite Fadette. Au milieu du chapitre 11. Il fut donc convenu, 8 jours avant la Saint-Jean, que Landry resterait à la Priche et Sylvinet chez ses grands-parents. Car la raison était assez bien renvenue à celui-ci, et le père Barbeau ayant pris les fièvres, cet enfant savait se rendre très utile au travail de ses terres. Sylvinet avait eu grand peur d'être envoyé au loin, et cette crainte-là avait agi sur lui en bien. Car de plus en plus, il s'efforçait à vaincre l'excédent de son amitié pour Landry, ou du moins ne point trop le laisser paraître. La paix et le contentement étaient donc revenus à la Bessonnière, quoique les Bessons ne se vissent plus qu'une ou deux fois la semaine. La Saint-Jean fut pour eux un jour de bonheur. Ils allèrent ensemble à la ville pour voir la Loue, des serviteurs de ville et de campagne et la fête qui s'ensuit sur la grande place. Landry dansa plus d'une bourrée avec la belle Madelon, et Sylvinet, pour lui complaire, essaya de danser aussi. Il ne s'en tirait pas trop bien, mais la Madelon, qui lui témoignait beaucoup d'égards, le prenait par la main. Et vis-à-vis pour l'aider à marquer le pas. Et Sylvinet, se trouvant ainsi avec son frère, promit d'apprendre à bien danser, afin de partager un plaisir où jusque-là, il avait gêné Landry. Il ne se sentait pas trop de jalousie contre Madelon, parce que Landry était encore sur la réserve avec elle. Et d'ailleurs, Madelon flattait et encourageait Sylvinet. Elle était sans gêne avec lui, et quelqu'un qui ne s'y connaîtrait pas aurait jugé que c'était celui des Bessons qu'elle préférait. Landry eût pu en être jaloux s'il n'eût été par nature ennemi de la jalousie. Et peut-être un je ne sais quoi lui disait-il, malgré sa grande innocence, que Madelon n'agissait ainsi que pour lui faire plaisir et avoir occasion de se trouver plus souvent avec lui. Toutes choses allèrent donc pour le mieux pendant environ 3 mois, jusqu'au jour de la Sainte-Andoche, qui est la fête patronale du bourg de la Cosse et qui tombe au dernier jour de septembre. Ce jour-là, qui était toujours pour les deux Bessons une grande et belle fête, parce qu'il y avait danse et jeux de toutes sortes sous les grands noyers de la paroisse, amena pour eux de nouvelles peines, auxquelles ils ne s'attendaient mis. Le père Caillot, ayant donné licence à Landry d'aller dès la veille coucher à la Bessonnière afin de voir la fête sitôt le matin. Landry partit avant souper, bien content d'aller surprendre son Besson qui ne l'attendait que le lendemain. C'est la saison où les jours commencent à être courts et où la nuit tombe vite. Landry n'avait jamais peur de rien en plein jour, mais il n'eût pas été de son âge et de son pays s'il avait aimé à se trouver seul la nuit sur les chemins. Surtout dans l'automne, qui est une saison où les sorciers et les follets commencent à se donner du bon temps, à cause des brouillards qui les aident à cacher leurs malices et maléfices. Landry, qui avait coutume de sortir seul à toute heure pour mener ou rentrer ses bœufs, n'avait pas précisément grand souci. Ce soir-là, plus qu'un autre soir, mais il marchait vite et chantait fort comme on fait toujours quand le temps est noir, car on sait que le chant de l'homme dérange et écarte les mauvaises bêtes et les mauvaises gens. Quand il fut au droit du gué des roulettes, qu'on appelle de cette manière à cause des cailloux ronds qui s'y trouvent en grande quantité, il releva un peu les jambes de son pantalon, car il pouvait y avoir de l'eau jusqu'au-dessus de la cheville du pied, et il fit bien attention à ne pas marcher devant lui, parce que le gué est établi en biaisant, et qu'à droite comme à gauche, il y a de mauvais trous. Landry connaissait si bien le gué qu'il ne pouvait guère s'y tromper. D'ailleurs, on voyait de là, à travers les arbres qui étaient plus d'à moitié dépouillés de feuilles, la petite clarté qui sortait de la maison de la mère Fadée. Et en regardant cette clarté, pour peu qu'on marchât dans la direction, il n'y avait point chance de faire mauvaise route. Il faisait si noir sous les arbres que Landry tâta pourtant le gué avec son battant avant d'y entrer.
Il fut étonné de trouver plus d'eau que de coutume, d'autant plus qu'il entendait le bruit des écluses qu'on avait ouvertes depuis une bonne heure. Pourtant, comme il voyait bien la lumière de la croisée à la fadette, il se risqua. Mais au bout de 2 pas, il avait de l'eau plus haut que le genou et il se retira, jugeant qu'il s'était trompé. Il essaya un peu plus haut et un peu plus bas. Et là, comme là, il trouva le creux encore davantage. Il n'avait pas tombé de pluie, les écluses grondaient toujours, la chose était donc bien surprenante. Chapitre 12. Il faut, pensa Landry, que j'ai pris le faux chemin de la Charrière, car pour le coup, je vois à ma droite la chandelle de la fadette qui devrait être sur ma gauche. Il remonta le chemin jusqu'à la croix aux lièvres, et il en fit le tour les yeux fermés pour se désorienter. Et quand il eut bien remarqué les arbres et les buissons autour de lui, il se trouva dans le bon chemin et revint jouxte. Mais bien que le gué lui parût commode, il n'osa point y faire plus de 3 pas, parce qu'il vit tout d'un coup, presque derrière lui, la clarté de la maison fadette, qui aurait dû être juste en face. Il revint à la rive, et cette clarté lui parut être alors comme elle devait se trouver. Il reprit le gué en biaisant dans un autre sens, et cette fois, il eut de l'eau presque jusqu'à la ceinture. Il avançait toujours cependant, augurant qu'il avait rencontré un trou, mais qu'il allait en sortir en marchant vers la lumière. Il fit bien de s'arrêter, car le trou se creusait toujours, et il en avait jusqu'aux épaules. L'eau était bien froide, et il resta un moment à se demander s'il reviendrait sur ses pas. Car la lumière lui paraissait avoir changé de place, et mêmement il la vit remuer, courir, sautiller, repasser d'une rive à l'autre, et finalement se montrer double en se mirant dans l'eau, où elle se tenait comme un oiseau qui se balance sur ses ailes, et en faisant entendre un petit bruit de grésillement, comme ferait une pétrole de résine. Cette fois, Landry eut peur et faillit perdre la tête. Et il avait ouï dire qu'il n'y avait rien de plus abusif et de plus méchant que ce feu-là. Qu'il se faisait un jeu d'égarer ceux qui le regardent et de les conduire au plus creux des eaux, tout en riant à sa manière et en se moquant de leur angoisse. Landry ferma les yeux pour ne point le voir, et se retournant vivement à tout risque, il sortit du trou et se retrouva au rivage. Il se jeta alors sur l'herbe et regarda le follet qui poursuivait sa danse et son rire. C'était vraiment une vilaine chose à voir. Tantôt il filait comme un marin pêcheur, et tantôt il disparaissait tout à fait. Et d'autres fois, il devenait gros comme la tête d'un bœuf, et tout aussitôt menu comme un œil de chat. Et il accourait auprès de Landry, tournait autour de lui si vite qu'il en était ébloui. Et enfin, voyant qu'il ne voulait pas le suivre, il s'en retournait frétiller dans les roseaux, où il avait l'air de se fâcher et de lui dire des insolences. Landry n'osait point bouger, car de retourner sur ses pas n'était pas le moyen de faire fuir le follet. On sait qu'il s'obstine à courir après ceux qui courent, et qu'il se met en travers de leur chemin jusqu'à ce qu'il les ait rendus fous et fait tomber dans quelque mauvaise passe. Il grelottait de peur et de froid lorsqu'il entendit derrière lui une petite voix très douce qui chantait. « Fadé, fadé, petit fadé, prends ta chandelle et ton cornet, j'ai pris ma cape et mon capet, toute follette à son follet. » Et tout aussitôt, la petite fadette qui s'apprêtait gaiement à passer l'eau sans montrer crainte ni étonnement du feu follet, heurta contre Landry qui était assis par terre dans la brume et se retira en jurant ni plus ni moins qu'un garçon est des mieux appris. « C'est moi, Fanchon, dit Landry en se relevant, n'aie pas peur. Je ne te suis pas ennemi. » Il parlait comme cela parce qu'il avait peur d'elle presque autant que du follet. Il avait entendu sa chanson et voyant bien qu'elle faisait une conjuration au feu follet, lequel dansait et se tortillait comme un fou devant elle, et comme s'il eût été aise de la voir. « Je vois bien, beau besson, dit alors la petite fadette après qu'elle se fut consultée un peu, que tu me flattes, parce que tu es moitié mort de peur, et que la voix te tremble dans le gosier, ni plus ni moins qu'à ma grand-mère. Allons, pauvre cœur, la nuit, on n'est pas si fier que le jour, et je gage que tu n'oses passer l'eau sans moi. » « Ma foi, j'en sors, dit Landry, et j'ai manqué de m'y noyer. » Est-ce que tu vas t'y risquer, fadette? Tu ne crains pas de te perdre le gué? Et pourquoi le perdrais-je? Mais je vois bien ce qui t'inquiète, répondit la petite fadette en riant. Allons,
Donne-moi la main, poltron. Le follet n'est pas si méchant que tu crois, et il ne fait de mal qu'à ceux qui s'en aient peur. J'ai coutume de le voir, moi, et nous nous connaissons. » Là-dessus, avec plus de force que Landry n'eût supposé qu'elle en avait, elle le tira par le bras et l'emmena dans le gué en courant et en chantant. J'ai pris ma cape et mon capet, toute fadette à son fadet. Landry n'était guère plus à son aise dans la société de la petite sorcière que dans celle du follet. Cependant, comme il est mieux voir le diable sous l'apparence d'un être de sa propre espèce que sous celle d'un feu si sournois et si fugace, il ne fit pas de résistance, et il fut tôt rassuré en sentant que la fadette le conduisait si bien qu'il marchait à sec sur les cailloux. Mais comme ils marchaient vite, tous les deux, et qu'ils ouvraient un courant d'air au feu follet, ils étaient toujours suivis de ce météore, comme l'appelle le maître d'école de chez nous, qui en sait long sur cette chose-là, et qui assure qu'on n'en doit avoir nulle crainte. Chapitre 13. Peut-être que la mère Fadée avait aussi de la connaissance là-dessus, et qu'elle avait enseigné à sa petite fille à ne rien redouter de ces feux de nuit, ou bien, à force d'en voir, car il y en avait souvent aux entours de gué des roulettes, et c'était un grand hasard que Landry n'en eût point encore vu de près. Peut-être la petite Fadette s'était-elle fait une idée que l'esprit qui les soufflait n'était point méchant, et ne lui voulait que du bien. Sentant Landry qui tremblait de tout son corps à mesure que le follet s'approchait d'eux, « Innocent, lui dit-elle, ce feu-là ne brûle point, et si tu étais assez subtil pour le manier, tu verrais qu'il ne laisse pas seulement sa marque. » C'est encore pis, pensa Landry. Du feu qui ne brûle pas, on sait ce que c'est. Ça ne peut pas venir de Dieu, car le feu du bon Dieu est fait pour chauffer et brûler. Mais il ne fit pas connaître sa pensée à la petite Fadette, et quand il se vit sain et sauf à la rive, il eut grande envie de la planter là et de s'en sauver à la Bessénière. Mais il n'avait point le cœur ingrat, et il ne voulait point la quitter sans la remercier. « Voilà la seconde fois que tu me rends service, Fanchon Fadé, lui dit-il, et je ne voudrais rien si je ne te disais pas que je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais là comme un fou quand tu m'as trouvé, le follet m'avait vanné et charmé, jamais je n'aurais passé la rivière, ou bien je n'en serais jamais sorti. » Peut-être bien que tu l'aurais passé sans peine, ni danger, si tu n'étais pas si sot, répondit la Fadette. Je n'aurais jamais cru qu'un grand gars comme toi, qui est dans ses 17 ans et qui ne tardera pas à avoir de la barbe au menton, fût si aisé à épeurer, et je suis contente de te voir comme cela. Et pourquoi en êtes-vous contente, Fanchon Fadé ? Parce que je ne vous aime point, lui dit-elle d'un ton méprisant. Et pourquoi est-ce encore que vous ne m'aimez point ? Parce que je ne vous estime point, répondit-elle, ni vous, ni votre besson, ni vos pères et mères, qui sont fiers parce qu'ils sont riches et qui croient qu'on ne fait que son devoir en leur rendant service. Ils vous ont appris à être ingrats, Landry, et c'est le plus vilain défaut pour un homme, après celui d'être peureux. Landry se sentit bien humilié des reproches de cette petite fille, car il reconnaissait qu'il n'était pas tout à fait injuste. Et il lui répondit « Si je suis fautif, Fadette, ne l'imputez qu'à moi. Ni mon frère, ni mon père, ni ma mère, ni personne chez nous n'a eu connaissance du secours que vous m'avez déjà une fois donné. Mais pour cette fois-ci, ils le seront, et vous aurez une récompense telle que vous la désirez. »« Ah, vous voilà bien orgueilleux, » reprit la petite Fadette, « parce que vous vous imaginez qu'avec vos présents, vous pouvez être quitte envers moi. Vous croyez que je suis pareille à ma grand-mère, qui, pourvu qu'on lui baille quelque argent, supporte les malhonnêtetés et les insolences du monde ? Eh bien moi, je n'ai besoin ni envie de vos dons, et je méprise tout ce qui viendrait de vous, puisque vous n'avez pas eu le cœur de trouver un pauvre mot de remerciement et d'amitié à me dire depuis tantôt 1 an que je vous ai guéri d'une grosse peine. »« Je suis fautif, je l'ai confessé, Fadette, » dit Landry, qui ne pouvait s'empêcher d'être étonné de la manière dont il l'entendait raisonner pour la première fois. « Mais c'est qu'aussi il y a un peu de ta faute. Ce n'était pas bien sorcier de me faire retrouver mon frère, puisque tu venais sans doute de le voir pendant que je m'expliquais avec ta grand-mère. Et si tu avais vraiment le cœur bon, toi qui me reproches de ne l'avoir point,
Au lieu de me faire souffrir et attendre, et au lieu de me faire donner une parole qui pouvait me mener loin, tu m'aurais dit tout de suite: dévale le pré et tu le verras arriver. De l'eau, cela ne t'aurait point coûté beaucoup au lieu que tu t'aies fait un vilain jeu de ma peine. Et voilà ce qui a membré, le prix du service que tu m'as rendu. La petite Fadette, qui avait pourtant la répartie prompte, resta pensive un moment. Puis elle dit: je vois bien que tu as fait ton possible pour écarter la reconnaissance de ton cœur et pour t'imaginer que tu m'en devais point à cause de la récompense que je m'étais fait promettre. Mais encore un coup, il est dur et mauvais. Ton cœur, puisqu'il ne te l'a point fait observer, que je ne réclamais rien de toi et que je ne te faisais pas même reproche de ton ingratitude. C'est vrai, ça, Fanchon, dit Landry, qui était la bonne foi même. Je suis dans mon tort, je l'ai senti. Et j'en ai eu de la honte. J'aurais dû te parler. J'en ai eu l'intention, mais tu m'as fait une mine si courroucée que je n'ai point su m'y prendre. Et si vous étiez venu le lendemain de l'affaire me dire une parole d'amitié, vous ne m'auriez point trouvé courroucée. Vous auriez su tout de suite que je ne voulais point de paiement, et nous serions amis. Au lieu qu'à cette heure, j'ai mauvaise opinion de vous. Et j'aurais dû vous laisser débrouiller avec le follet comme vous auriez pu. Bonsoir, Landry de la Bessonnière. Allez sécher vos habits. Allez dire à vos parents: sans ce petit guenillon de Grelet, j'aurais, ma foi, bu un bon coup ce soir dans la rivière. Parlant ainsi, la petite Fadette lui tourna le dos et marcha du côté de sa maison en chantant: prends ta leçon et ton paquet, Landry Barbeau le bessonnet. À cette fois, Landry sentit comme un grand repentir dans son âme, non qu'il fût disposé à aucune sorte d'amitié pour une fille qui paraissait avoir plus d'esprit que de bonté, et dont les vilaines manières ne plaisaient point, même à ceux qui s'en amusaient. Mais il avait le cœur haut et ne voulait point garder un tort sur sa conscience. Il courut après elle, et la rattrapant par sa cape: voyons, Fanchon Fadet, lui dit-il, il faut que cette affaire-là s'arrange et se finisse entre nous. Tu es mécontente de moi, et je ne suis pas bien content de moi-même. Il faut que tu me dises ce que tu souhaites, et pas plus tard que demain, je te l'apporterai. Je souhaite ne jamais te voir, répondit la Fadette très durement, et n'importe quelle chose tu m'apporteras, tu peux bien compter que je te le jetterai au nez. Voilà des paroles trop rudes pour quelqu'un qui vous offre réparation. Si tu ne veux point de cadeau, il y a peut-être un moyen de te rendre service et de te montrer par là qu'on te veut du bien et non pas du mal. Allons, dis-moi ce que j'ai à faire pour te contenter. Vous ne sauriez donc me demander pardon et souhaiter mon amitié, dit la Fadette en s'arrêtant. Pardon, c'est beaucoup demandé, répondit Landry, qui ne pouvait vaincre sa hauteur à l'endroit d'une fille qui n'était point considérée en proportion de l'âge qu'elle commençait à avoir, et qu'elle ne portait toujours aussi raisonnablement qu'elle l'aurait dû. Quant à ton amitié, Fadette, tu es si drôlement bâtie dans ton esprit que je ne saurais y avoir grand fiance. Demande-moi donc une chose qui puisse se donner tout de suite et que je ne suis pas obligée de te reprendre. Eh bien, dit la Fadette d'une voix claire et sèche, il en sera comme vous le souhaitez, Besson Landry. Je vous ai offert votre pardon et vous n'en voulez point. À présent, je vous réclame ce que vous m'avez promis, qui est d'obéir à mon commandement, le jour où vous en serez requis. Ce jour-là, ce ne sera pas plus tard que demain à la Sainte-Andoche. Et voici ce que je veux. Vous me ferez danser 3 bourrées après la messe, 2 bourrées après Vêpres et encore 2 bourrées après l'Angélus, ce qui fera 7. Et dans toute votre journée, depuis que vous serez levé jusqu'à ce que vous soyez couché, vous ne danserez aucune autre bourrée avec n'importe qui, fille ou femme. Si vous ne le faites, je saurai que vous avez 3 choses bien laides en vous: l'ingratitude, la peur et le manque de parole. Bonsoir, je vous attends demain pour ouvrir la danse à la porte de l'église. Et la petite Fadette, que Landry avait suivie jusqu'à la maison, tira la corillette et entra si vite que la porte fut poussée et recorillée avant que le Besson eût pu répondre un mot. Et c'est ainsi que se termine le chapitre 13 de La Petite Fadette de George Sand. J'espère que vous avez apprécié cette lecture. Ne vous inquiétez pas, je reviens tout de suite
pour la suite et le chapitre 14. Je vous souhaite une excellente nuit si vous allez vous coucher et une bonne journée si vous vous levez.